On va débattre, je vous rassure. Montre en main, 1 heure. Mais avant de donner la parole à Véronique Fayet, je vous propose quelques éléments pour vous justifier ce choix d'accorder un temps sur l'importance et la question du débat. On s'est dit, le débat est vraiment un préalable aujourd'hui à toute vie en société, aussi bien dans le domaine politique que la sphère familiale. Mais nous sommes devant un paradoxe. Le débat semble aller de soi. Dans la réalité, c'est plus compliqué. On y aspire, mais dans la réalité, on a souvent peur, et il faut le reconnaître. On ne sait pas toujours comment s'y prendre. Alors, un des dangers, si on ne sait pas mener un débat contradictoire, le danger, c'est l'entre-soi, on en a parlé ce matin, c'est ce danger du communautarisme. Donc, pour lancer, avant de donner la parole, je me suis dit, je vais vous proposer une définition du débat, et je suis allé voir dans nos vieilles sources, il y a plus de 2000 ans, Aristote est sans doute un des premiers penseurs du débat, de la délibération. Il considérait que le débat avait 2 traits caractéristiques. Le premier, quand on débat à titre individuel ou collectif, Aristote considère qu'on s'efforce de penser. Mais c'est penser par soi-même et penser contre soi-même. Notre esprit devient un mini-parlement. Donc débattre, c'est sortir de sa zone de confort, on s'expose à l'altérité. Deuxième trait caractéristique, le débat porte sur l'action possible et future. Ce n'est pas un pur jeu de l'esprit. Le débat vise à éclairer une décision à prendre en zone d'incertitude. Donc, ce qui caractérise le débat, c'est un échange d'arguments, on s'interroge sur différentes options possibles, on assume une évaluation pour préparer un choix, et enfin, le débat précède la prise de décision. Ce n'est pas toujours le cas, mais je crois qu'il faut distinguer le débat et la prise de décision. Un autre philosophe qui fait autorité aussi sur le débat, c'est Claude Lefort. Il a quelque chose de très fort à ce sujet. Il affirmait, Claude Lefort, que la démocratie, c'est précisément faire advenir la différence et faire émerger les sources de désaccord. Voilà. Mais il ne faut pas idéaliser, hein. C'est que le débat, un des écueils du débat, c'est le bavardage, la succession de prises de parole. Mais voilà, le débat ne se décrète pas, il se construit. Donc, on va donner la parole à Véronique Fayet, qui a au moins une double légitimité pour aborder ce sujet. D'une part, parce que Véronique était adjointe d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux et présidente nationale du Secours catholique de 2014 à 2021. Mais donc Véronique va nous proposer les conditions du dialogue pour le pape François en s'appuyant sur l'encyclique Fratelli Tutti, un chapitre qui est consacré à cette question du débat. Mais grâce à Véronique, ce sera le débat aussi à l'épreuve de la réalité. Merci à vous. Alors, merci. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués après cette journée quand même bien dense. Et puis, je salue aussi ceux qui sont en visio. Oui, je vais essayer de parler peut-être, je ne sais pas, 20-30 minutes, on va voir. Je dis toujours que ça sera très court et finalement, avec effectivement cette double expérience d'élu et puis de présidence du Secours catholique. Alors, je n'ai pas été chercher bien loin la définition du dialogue. J'ai repris le magnifique chapitre 6 de Fratelli Tutti, qui commence par une définition très claire du dialogue. Vous savez que le pape François, il aime les verbes. Il avait choisi pour les migrants 4 verbes, accueillir, intégrer, j'ai oublié les autres, bon, bref, il aime bien les verbes. Et là, une définition claire du dialogue. Le dialogue, c'est se rapprocher, s'exprimer, s'écouter, se regarder, se connaître, essayer de se comprendre et chercher des points de contact. Vous voyez que la liste est quand même assez impressionnante. Tout cela, dit-il, se résume dans le verbe dialoguer. Voilà. Et il dit aussi quelque part une jolie phrase, le dialogue aide discrètement le monde à mieux vivre.
Je trouve que c'est joli. Alors, je vais juste reprendre ces verbes, mais en les regroupant, 3, 3 et 1. D'abord, j'ai pris ceux qui avaient trait à un rapprochement, enfin, à quelque chose de très physique. Vous savez que notre pape, il est, je le trouve assez physique, souvent assez incarné, très incarné. Et donc, je vais prendre le premier trio de verbes, se rapprocher, s'écouter et se regarder. Et il dit bien, donc, dans tous ses écrits, dans son attitude, que vivre en proximité les uns avec les autres, dans une amitié sociale ou même dans une fraternité, qui est encore un autre degré, nécessite une proximité physique. Alors, il nous l'avait déjà dit dans Loué sois-tu. Vous vous souvenez tous du paragraphe 49 qui se termine par cette très belle phrase « Il faut écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres ». Bon, tout le monde se souvient de ça, mais je pense que peu de gens ont lu l'entièreté du paragraphe 49 qui est extrêmement riche et qui dit je voudrais vous rappeler que très souvent, on n'a pas une conscience vraiment claire des problèmes qui affectent les exclus, leurs problèmes se posent comme un appendice, comme un dommage collatéral, etc. Et il explique pourquoi. Il dit parce que bon, ils sont relégués à la dernière place. Cela est dû en partie au fait que beaucoup de professionnels, de leaders d'opinion, de moyens de communication et de centres de pouvoir sont situés loin d'eux, dans des zones urbaines isolées, on en parlait ce matin avec Monseigneur Brunin, sans contact direct avec les problèmes des exclus. Ce manque de contact physique et de rencontre, parfois favorisé par la dégradation de nos villes, aide à tranquilliser la conscience et à occulter une partie de la réalité par des analyses biaisées. Donc ça, on retrouve cette constante dans la parole du pape. La proximité, ce n'est pas juste une proximité intellectuelle ou d'opérette, c'est une proximité physique avec les pauvres en particulier, mais aussi avec tous ceux avec qui on a la prétention d'entrer en dialogue. Donc, il avait commencé l'encyclique Fratelli Tutti, d'ailleurs, par une très belle explication du bon samaritain. Je ne reviens pas là-dessus, vous l'avez certainement lu, où voilà, il nous redit comment on se fait proche de l'homme blessé, comment on devient le prochain de l'homme blessé, de l'homme fatigué, comme le Christ est proche, avec cette double dimension aussi que rappelle très bien Alain Thomassé dans ce magnifique ouvrage. Alain Thomassé refait au début de l'ouvrage, enfin de ce numéro, une relecture à nouveau du Bon Samaritain, dans lequel il montre à nouveau que cette démarche du prochain, vers le prochain, elle est à la fois spirituelle et engagée presque politiquement. Voilà, donc je vous invite à relire cette belle parabole du Samaritain, la lecture qu'en fait Fratelli Tutti et la lecture qu'en fait Alain Thomassé, vous saurez tout. Je ne vais pas me hasarder à paraphraser. Voilà. Donc, se rapprocher, c'est vraiment essentiel, se rapprocher physiquement. Se regarder sans préjugés, sans peur, avec bienveillance. Hein, l'importance du regard qui construit, du regard qui grandit ou du regard qui humilie, du regard qui tue. On parle parfois de regard qui tue et les gens de la rue savent bien. Je me souviens toujours d'un homme de la rue qui dit « Je croise des centaines de visages tous les jours, mais jamais de regard. » Voilà, jamais personne ne me regarde les yeux dans les yeux. Voilà. Donc, le pape nous appelle à la bienveillance et à regarder l'autre comme une personne. Hein, la petite Thérèse nous disait ça aussi, elle m'a regardé comme une personne. Donc, se regarder et entrer dans une vraie culture de la bienveillance qui ouvre des chemins de dialogue. Et il faut se poser la question de tous ces préjugés, de tous ces aveuglements qui nous empêchent de changer de regard, qui nous empêchent donc d'entrer dans un vrai dialogue.
Alors, on a des préjugés sur les pauvres, qui n'auraient pas les aptitudes, qui n'auraient pas l'intelligence nécessaire pour entrer dans un débat public. On a des préjugés sur les migrants, qui sont tous des islamistes, c'est bien connu. On a des préjugés sur les opposants politiques, voilà, avec qui on n'ose pas entrer en débat parce qu'on les pense bloqués dans leur certitude. Et on a vu ce matin, avec les deux intervenants, à quel point bien, il faut, comme le dit le pape, chercher des points de contact, même avec ceux qui nous semblent très opposés politiquement. Si je vous fais une confidence, je vous dis que j'ai la chance d'avoir un fils qui est militant de Zemmour. Alors, quand je dis ça, mes amis sont horrifiés. Mais comment est-ce possible? D'abord, il a 45 ans, il fait ce qu'il veut. Voilà. Mais je veux dire, c'est une chance en famille. Parce que, évidemment, on a beaucoup d'amour l'un pour l'autre, beaucoup de respect. Et donc, on parle de manière approfondie, avec bienveillance, on s'écoute, on essaye de se comprendre. Hein. Le pape dit, on ne va pas forcément se comprendre, mais on essaye de se comprendre. Voilà. Et donc, avoir cette capacité et cette chance de pouvoir dialoguer cœur à cœur et en vérité avec des gens qui sont aux antipodes de nos idées politiques, je pense que c'est quelque chose qu'il faut rechercher, qu'il faut cultiver, même si c'est compliqué. Alors, quand c'est en famille, c'est une chance. mais il faut aller chercher ce contact et ce dialogue et faire tomber tous ces préjugés qui sont mortifères parce qu'ils nous enferment dans des clichés. Tous les gens qui vont voter pour M. Zemmour ou pour Marine Le Pen, ça sera peut-être un tiers de la population française, enfin des électeurs français. Ce n'est pas tous des abrutis, des égoïstes et des gens infréquentables. Donc, il faut aller chercher ce contact, laisser tomber nos préjugés. Voilà. Et à l'inverse, voilà, si on ne cherche pas ce dialogue, si on ne cherche pas à bousculer tous ces préjugés, et si on reste dans l'ignorance de ceux qui sont différents de nous, on court de grands dangers. Le pape a une vision qui fait croire qu'il avait vu venir la crise des Gilets jaunes, peut-être. Il dit « Ignorer l'existence et les droits des autres provoque tôt ou tard une forme de violence. » C'est ce qu'on a vécu dans la crise des Gilets jaunes, à force d'ignorer une catégorie de la population qui est en galère, comme il dit souvent, qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, qui n'arrive pas au bout du mois, qui souffre, et encore plus ignorer les très pauvres. Tout d'un coup, la cocotte explose. On ne le voit pas venir, mais la cocotte explose. Donc, ne pas écouter nous fait courir de grands dangers sociaux. S'exprimer. Alors, celui-là, je l'ai mis tout seul. S'exprimer. Alors, il y aurait deux possibilités. Je vais écarter l'une d'elles, parce que ça a été évoqué ce matin, l'idée d'exprimer nos idées. C'est important d'exprimer nos idées sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux et ailleurs. On est des catholiques modérés, on essaie d'être dans l'ouverture. De temps en temps, il faut poser des paroles et des actes, comme nous y a invité Monseigneur Brunin. Mais je ne vais pas traiter ce point-là. Et plutôt regarder avec vous qui s'exprime dans le débat public, en fait. Qui a le droit à la parole? Toujours les mêmes, ceux qui ont les codes, ceux qui ont la culture, ceux qui ont les mots, ceux qui ont l'assurance que leur parole a du prix, à tort parfois, parce qu'ils se croient plus intelligents que tout le monde. Ce n'est pas toujours vérifié. Voilà. Et à l'inverse, qui sont les absents? Et donc, qui sont ceux qui manquent à la démocratie et à l'Église? On va essayer d'aborder les deux points. Alors, je vous rappellerai, certains le connaissent, l'épisode du grand débat, donc après les Gilets jaunes, donc un grand débat qui est lancé et qui se veut très démocratique et très ouvert. En fait, toutes les études sociologiques ont montré que le profil de la personne la plus représentée dans les grands débats, c'est un mâle blanc d'une 50aine d'années et de catégorie socio-professionnelle supérieure. Ça ne vous étonnera pas. Voilà, c'est classique
dans les débats dits ouverts n'y vont que ceux qui sont intéressés par la chose publique, qui ont des choses à dire, qui savent les exprimer, etc. Et donc, le Secours catholique s'est lancé le défi d'organiser 300 débats, donc des mini-débats dans le grand débat, absolument passionnants, avec des personnes en précarité, des bénévoles. Souvent, nos bénévoles sont eux-mêmes des gens, d'ailleurs, très modestes. Des salariés, bien sûr, etc. Et on en a fait un cahier, parce qu'une des personnes nous a dit « Mais tout ce qu'on dit là, il faut que ça remonte ». Ben oui, on ne dit pas ça juste pour se faire plaisir, parce qu'un débat politique avec des personnes qui vivent des choses très dures, c'est passionnant, ils ont plein d'idées, ils nous ouvrent à plein de choses, mais il faut que ça remonte. Donc, on en a fait quand même un cahier qu'on a déposé chez tous les parlementaires, le gouvernement, le grand débat, etc. Par respect pour la parole des pauvres. Donc, ça a été un trésor pour nous. Et avec la joie de constater qu'il y avait une analyse très pertinente de l'actualité et des propositions extrêmement réalistes, concrètes, pragmatiques, pas des choses indéfendables, des choses qui étaient tout à fait entendables et qui pouvaient tout à fait rentrer dans le débat politique. Malheureusement, j'allais dire, les conclusions nationales n'ont pas vraiment repris toute cette richesse. Donc, est-ce que c'est un semi-échec ou une semi-victoire ? Ce sont des processus longs, donc le Secours catholique garde ce trésor de propositions et de belles idées. Quel changement y a-t-il eu vraiment dans la société française après ce grand débat ? Ça m'intéresserait de savoir ce que vous en pensez. Moi, j'ai ma petite idée, mais peut-être que vous aussi, vous avez un point de vue, même sûrement. Voilà. Et parce qu'en fait, pour que le dialogue aboutisse à un vrai pacte social inclusif, ce qu'on attendait tous après cette crise des Gilets jaunes et après ce grand débat, un pacte social inclusif, pour que ça aboutisse vraiment à ça, eh bien, il faut prendre en compte les diverses visions du monde et les diverses cultures et les différents modes de vie. Et ça, c'est aussi dans Fratelli Tutti, au paragraphe 219. Et le pape, quand il dit ça, il pense notamment au peuple autochtone. Il dit que ce n'est pas la peine de penser l'avenir de l'Amérique latine si on ne donne pas une place à la culture et à la parole des peuples autochtones. Et c'est pour ça qu'il avait fait tout ce travail, cette encyclique Querida Amazonia. Mais c'est valable pour nous aussi. Si dans le dialogue social, on n'inclut pas la parole, la culture, l'expérience des plus fragiles, de ceux qui ne s'expriment pas habituellement, eh bien, on a peu de chances d'aboutir à un pacte social inclusif. Voilà. Donc, c'est pour ça que le Secours catholique et d'autres associations aussi, mais le Secours catholique est très attaché à ça et de plus en plus, essaye de porter cette parole des plus petits qu'on n'entend jamais. Alors, on a eu au mois d'octobre un très beau rapport qui est sur le site, que je n'ai pas sous la main là, sur la question de la pauvreté en prison, avec plus de 1000 personnes incarcérées qui ont été interrogées, avec des conclusions qui sont effrayantes. En gros, quand on est pauvre, on a beaucoup plus de chances de rentrer en prison. Donc, on rentre pauvre, on s'appauvrit en prison et on sort très, très pauvre. Voilà, donc, c'est des choses qu'on ne peut dire avec efficacité que quand on a entendu cette parole-là. Donc, c'est un travail conjoint du Secours catholique et d'Emmaüs, sur lequel on peut construire un dialogue avec les pouvoirs publics, avec les parlementaires, avec l'administration pénitentiaire, etc. Donc, c'est un travail qui va durer un long processus, là aussi, plusieurs années de plaidoyer derrière. Et puis, vous avez aussi ce très beau cahier que vous avez eu à l'entrée, là, certains l'ont pris, sur les paroles de chômeurs. Donc là, c'est une collaboration entre une vingtaine d'associations, donc notamment des associations de chômeurs, Solidarité Nouvelle face au chômage, le CERAS, bien sûr, l'Action catholique ouvrière et d'autres. Et là aussi, pour donner la parole aux chômeurs. Donc, ça veut dire quoi être privé d'emploi ? Et comme par hasard, le premier chapitre, c'est « Des chercheurs d'emploi veulent être entendus ». Ils veulent qu'on les entende. Et puis, le deuxième chapitre, c'est l'épreuve du chômage. Donc, derrière, il y a des cris, il y a de la souffrance, il y a un désir d'être entendu. Quand on est privé d'emploi, qu'est-ce que ça veut dire ? Quelles conséquences ça a sur sa vie personnelle, sa vie familiale,
son estime de soi, la dignité que l'on a en tant que citoyen, etc. Et donc, d'ailleurs, c'était très, très étonnant parce que ce rapport est sorti là, il y a quelques jours, au moment où on nous a fait des tonnes dans tous les médias pour nous dire que c'était formidable, qu'il y avait une embellie dans la lutte contre le chômage, le nombre de chômeurs avait formidablement baissé, etc. Bon, à lire les journaux, on dit, oh là, c'est formidable. Je dis, mais heureusement, alors c'est vrai que c'est bien, hein, tant mieux, on se réjouit beaucoup, beaucoup qu'il y ait plein de gens qui retrouvent du travail, notamment des jeunes, ça a été positif pour les jeunes. Mais heureusement qu'il y avait aussi cette petite musique derrière qui dit attention, il y a encore plus de 3 millions et quelques, même bon, selon les catégories qu'on prend, mais il y a encore des millions de personnes qui sont privées d'emploi et qui souffrent et qui veulent être entendues. Voilà. Et donc, il faut la médiation des associations pour que la parole des pauvres entre dans le débat public. J'avais fait ce constat quand j'étais élue, que je trouvais très difficile en tant qu'élue d'être en contact avec les personnes les plus fragiles, de comprendre ce qu'elles vivaient, où elles étaient, etc. Voilà. Parce qu'il y avait toujours un travailleur social qui disait « mais non, vous n'allez pas rencontrer cette famille-là, moi je vais vous expliquer ce qu'elle vit », mais il y avait toujours des tas d'obstacles. Et en fait, j'ai compris que les associations sont le maillon indispensable entre le pouvoir politique et les plus fragiles pour permettre cette expression qui se fait dans la confiance, qui demande du temps, et pour qu'elle soit audible dans l'espace public aussi, la mettre en forme. Parce que mettre un pauvre dans un débat public, c'est se moquer de lui, c'est prendre le risque soit qu'il ne dise rien, soit qu'il prenne la parole et qu'il soit humilié. Voilà, il y a beaucoup de dangers à mettre cette prise de parole en direct et sans préparation. Et donc, voilà, là, on a vraiment un bel exemple d'une vingtaine d'associations qui médiatisent la parole des chômeurs, pour en faire un point d'appui pour des dialogues plus construits. Je pense que ça va être un outil formidable pour beaucoup de contacts avec le gouvernement, avec Pôle emploi, avec des parlementaires, etc. Voilà. Donc ça, le pape nous le redit fortement. Donc, oui, un tout petit mot quand même sur l'Église, le dialogue dans l'Église. Donc s'exprimer dans l'Église, c'est important. Et donc, c'est un peu l'enjeu de promesses d'église. Vous avez entendu parler peut-être de ce collectif un peu informel, enfin tout à fait informel même d'ailleurs, qui est parti de la lettre du pape au peuple de Dieu qui, en août 2018, a montré du doigt tous les abus de pouvoir, les abus de conscience et les abus sexuels. Mais toute forme d'abus, en disant, une des causes, c'est le cléricalisme. Et donc, il faut que vous, les baptisés, vous vous engagiez dans la transformation sociale et ecclésiale, et c'est à vous de jouer, quoi. Voilà. Et donc, il y a un certain nombre d'associations, d'ailleurs certaines qu'on retrouve là. Il y avait le CCFD, il y avait les Scouts de France, le Secours catholique, les semaines sociales. Voilà, on s'est dit, on a essayé de dialoguer en direct avec les évêques. C'est vrai qu'on a pris une porte sur le nez. Donc, on s'est dit, on va s'organiser entre nous. Et donc, on a créé ce collectif qui, petit à petit, s'est élargi à 45 à peu près organisations. Donc, il y a un petit site promesse au pluriel d'église, donc vous trouvez tout ce qu'il faut. Voilà, pour dire, nous, on veut s'exprimer dans l'église. On veut porter notre parole de baptisé, alors non pas contre les clercs, parce que certains groupements le font plutôt contre les clercs de manière agressive, mais avec eux, en communion. Mais c'est nous, laïcs, qui pilotons l'affaire. Donc, on s'est organisé, on fait plein de groupes de travail, on va porter des contributions au synode avec l'autorisation de la conférence des évêques, enfin, ou du moins la proposition, voilà, c'est plus joli de le dire comme ça, de se dire, 100 diocèses, enfin tous les diocèses vont remonter leur proposition synodale à la conférence des évêques de France, qui va faire la synthèse. Il y aura 100 propositions, plus la proposition de promesse d'église. Donc ça, c'est quand même une reconnaissance des évêques qui disent, ça nous plaît, qui est cette organisation des laïcs qui monte en puissance et qui, à l'intérieur de ce collectif, montre sa diversité.
Et au début, ce n'était pas très facile. On avait fait exprès, quand on est allé se présenter à la conférence, à l'Assemblée plénière des évêques, de faire parler le CCFD et la communauté de l'Emmanuel. Parce que dans la tête de beaucoup de gens, ce n'est pas des gens qui se parlent forcément. Il y a les cathos de gauche activistes, et puis il y a les autres qui sont dans la contemplation, la louange, et plutôt de droite. Bon. Voilà des clichés et des préjugés dans lesquels même nous, cathos, on est enfermés. Donc le challenge de Promesse d'Église, c'est aussi de se connaître, de se rapprocher physiquement, de se confronter, de montrer que voilà, dans l'Église, eh bien, on est tous différents, les charismatiques, l'ACO, les scouts de France, etc., les apprentis d'Auteuil, enfin voilà, il y a une liste qui est de plus en plus longue. Voilà. Mais on a envie de se parler entre nous et on a envie de construire l'Église de demain avec nos évêques. Et donc moi, au sein de ce groupe, j'anime un petit groupe qui s'appelle Place et Parole des pauvres, voilà, pour que les pauvres aient la parole. Alors, donc je passe au troisième point, donc les 3 derniers verbes, donc se connaître, se comprendre, chercher des points de contact. Voilà, donc là, on voit qu'on n'est plus dans la proximité physique et le regard et les sens et l'écoute. On est plus dans quelque chose d'un petit peu intellectuel. Donc, il faut du temps pour se connaître, pour intégrer toutes ces différences. Voilà. Et accepter donc ce processus est lent et long. Alors, je voulais vous donner un exemple, mais je vais le sauter. Un exemple qui faisait écho, c'est drôle, je vais juste le citer, à ce que disait Monseigneur Brunin sur la politique de la ville ce matin. Au sein de la politique de la ville, moi, j'ai animé pendant des années, et ça m'a passionné quand j'étais élue, ce qu'on appelle un conseil communal de prévention de la délinquance, où on met autour de la table des gens qui ne se parlent jamais normalement. On met un policier, un éducateur de rue, un organisme HLM, un élu, l'association des habitants du quartier, un urbaniste pour travailler sur l'urbanité, comme disait très bien ce matin. Voilà. On met tous ces gens-là tout autour de la table et ensemble, on essaye de construire la paix du quartier. On essaie de construire une ville apaisée en jouant sur la prévention, la répression ou la sécurité et le social, voilà, en jouant sur tous les tableaux, parce que tout le monde est autour de la table et parce que tout le monde se parle. Et c'est vraiment l'expérience quand même d'une amitié sociale, donc au sens où l'amitié sociale, c'est entre des personnes qui travaillent ensemble au bien commun malgré leurs différences. Voilà. Et donc ça, c'est des belles expériences qui sont un peu en péril aujourd'hui, mais voilà. Et donc voilà, donc essayez toujours de se comprendre, de chercher des points de contact entre un éducateur de rue et un policier et un procureur de la République, un juge des enfants, c'est pas toujours gagné. Donc chercher des points de contact, non pas pour trouver un consensus, on a bien parlé du consensus qui peut être frauduleux, on fait semblant d'avoir un consensus. Le pape, lui, il parle d'un consensus de bureau. Je trouve ça magnifique. On ne veut pas trouver un consensus de bureau, mais on veut travailler et lutter ensemble. Et voilà, et donc sur la question de la délinquance, on a travaillé, on a fait de très belles choses, on a eu des vrais succès parce que on avait ce travail commun de recherche du bien commun, et je suis sûre que ce n'était pas du consensus mou. Voilà. Donc pour terminer, peut-être juste oui, l'éducation a une culture, mais on y reviendra, hein, voilà, une culture du dialogue, une culture de la rencontre, parce que bon, s'il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de dialogue, la nécessité d'éduquer les jeunes, hein, en créant des processus de rencontre pour bâtir un peuple, ça c'est très souvent aussi, ça revient dans Fratelli Tutti. Voilà. Juste un petit mot de conclusion à partir de l'autre chapitre, le chapitre 5 sur la meilleure politique, parce que c'est vraiment mon passage préféré, donc je ne résiste pas voilà, je ne peux pas parce que certains voudraient enfin, le dialogue conduit à l'engagement politique, et voilà, il n'y a pas de frontière entre un engagement personnel et un engagement politique, et le pape nous l'explique vraiment de manière très lumineuse au paragraphe 180. Voilà. Donc un individu peut aider une personne dans le besoin, mais lorsqu'il s'associe à d'autres pour créer des processus sociaux de fraternité au sein d'une association, d'un collectif ou que sais-je, donc des processus sociaux de fraternité et de justice pour tous, il entre
dans le champ de la plus grande charité, la charité politique. Et il dit un peu plus loin, cela suppose qu'on reconnaisse que l'amour fait de petits gestes d'attention mutuelle. Ça, c'était quelque chose que Monseigneur Rodin, le fondateur du Secours catholique, portait beaucoup, des petits gestes. L'amour fait de petits gestes, est aussi civil et politique. Voilà. Et il se manifeste dans tous les espaces où on essaie de construire ensemble un monde meilleur. Donc voilà, donc la finalité de ce dialogue, voilà, c'est de transformer la société, de transformer l'Église, et donc d'entrer dans le champ politique par la grande porte, justement par un travail collectif, un travail de pensée et de rencontre et de dialogue collectif. Voilà, je m'arrête là, et puis on va dialoguer, justement. Micro. Sont où les micros pour les questions? Allez-y, vous parlez haut. Allez, première question, c'est moi qui vais avoir ce micro. Non, parce qu'il y a la vidéo. C'est bon? Alors, depuis hier et surtout aujourd'hui, la question de la vérité est importante. Pour entrer en dialogue, il faut dire la vérité. Or, je suis frappé dans la politique actuelle concernant la présidence à la République que presque tous les candidats ne disent pas totalement la vérité sur l'argument qu'ils traitent. Je donne un exemple. On nous rebat les oreilles sur le pouvoir d'achat. Or, personne ne dit qu'il faut vivre selon ses moyens et pas au-dessus de ses moyens. Et on nous annonce que les stations de sport d'hiver sont pratiquement complètes. Moi, j'ai une question sur les associations. Quand vous avez dit que les associations sont le... Sur les associations, lorsque vous dites que les associations sont le maillon indispensable entre les individus et les pouvoirs publics, est-ce qu'on ne pourrait pas penser à une formation à l'associatif indispensable pour tout citoyen et par exemple, pour pallier à cet écart entre jeunes et retraités qui ne va que s'accumuler avec la courbe démographique, est-ce qu'on ne pourrait pas penser à un service national associatif des retraités? Non, mais dans le sens où je pense que c'est un exemple comme ça, mais l'associatif comme palliatif à nos problèmes économiques, notamment. Merci beaucoup pour cet exposé. Moi, je m'interroge. Vous avez parlé, bien entendu, de la parole des plus pauvres. Mais comment, il me semble qu'on a encore un pas à faire. Le Secours catholique, ATD, ont aidé beaucoup à ce qu'on puisse écouter la parole des pauvres. Mais écouter, ce n'est pas encore dialoguer. Ce n'est pas encore avoir cette conversation, cet échange fait d'écoute, bien entendu. Et du coup, voilà, comment est-ce qu'on franchit ce pas supplémentaire? Là, je m'adresse à l'ancien élu. Parler du dialogue, je serais intéressé de vous entendre sur votre expérience du dialogue comme élu avec les autres composantes politiques, notamment dans un conseil municipal où on a plutôt l'habitude d'entendre que tout est joué au moment du conseil municipal. Voilà. Donc, comment, dans cette action-là, est-ce qu'on arrive à faire quelque chose? Vous avez des expériences qui nous donnent un petit peu d'espoir de ce côté-là?
On va peut-être essayer de répondre à cette série de questions. On aura une seconde vague ensuite. Ah, Timothée. Vous nous avez présenté plusieurs exemples où vous avez recueilli la parole de plus pauvres, ou en tout cas d'individus sur le terrain, et comment faire pour la porter au plus haut, vers l'État. C'est un des points que vous avez soulevé, une des questions que vous avez soulevées par rapport aux paroles de chômeurs qui vient d'être rédigée. Et d'autre part, sur le terrain, on voit souvent que les associations se retrouvent à faire le travail de l'État. Et il n'y a pas de dialogue à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez aussi en dire quelques mots? Alors oui, c'est vrai que tous les soirs, enfin je regarde jamais, mais il paraît qu'il y a le bulletin d'enneigement tous les soirs sur TF1 ou sur d'autres chaînes, ce qui est quand même extrêmement choquant, parce qu'il y a quand même que 1 ou 2% de la population voilà, qui va dans les stations de sport d'hiver. Et je pense qu'effectivement, il ne faut pas oublier que la majorité des Français, ben voilà, sont pas forcément gilets jaunes, mais beaucoup sont pas très loin et avec des vies difficiles, des inquiétudes de fin de mois et voilà, un pouvoir d'achat. Alors c'est toujours relatif, hein, le taux de pauvreté, c'est toujours relatif au pays dans lequel on est, mais bon, voilà. Pour beaucoup de gens, n'oublions pas que la vie est difficile, surtout pour ceux qui sont privés d'emploi. Sur l'association qui est maillon entre la parole des pauvres et les pouvoirs publics, bon, c'est une association ou un collectif, hein, c'est quelque chose vu de manière non restrictive. Alors, je ne sais pas si j'ai... en tout cas, dans votre question liée à la formation, j'entendais effectivement un questionnement par rapport à l'éducation populaire. L'éducation populaire a été un mouvement quand même très puissant en France pendant des années, notamment dans les quartiers, avec les centres sociaux. Et l'idée, c'était effectivement de permettre à des gens qui n'avaient pas la culture du débat, de la prise de parole, du concept, etc., de se former pour devenir à leur tour leader et porter des combats à leur niveau de quartier ou au niveau municipal ou ailleurs, devenir élu. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut revenir quand même à cette source des mouvements d'éducation populaire. Moi, c'est vrai que je pense que, par exemple, le Secours catholique ne fait pas assez ce travail d'éducation populaire. Il faut qu'on reprenne conscience qu'on est un puissant mouvement d'éducation populaire. On touche quand même 1,5 million de personnes chaque année. Donc, on a vraiment du potentiel pour justement permettre aux gens de reprendre leur pouvoir d'agir, de reprendre des responsabilités. Alors, on le fait à petite échelle, mais c'est long, c'est lent. Faire rentrer les gens dans la gouvernance, au Secours catholique, au niveau d'une équipe, au niveau d'une délégation, etc. Voilà. Mais dans l'Action catholique aussi, il y a tous ces mouvements d'éducation populaire qui ont un peu déserté cette mission-là. Alors, pourquoi pas revivifier cette dynamique, notamment à partir de mouvements d'église, hein, la CO ou d'autres, et avec des jeunes retraités. C'est une bonne idée, sachant que les retraités sont déjà très engagés dans les associations, mais un peu moins qu'avant. Parce que les retraités se trouvent maintenant de plus en plus coincés entre les enfants, les petits-enfants et leurs parents qui sont toujours là, qui sont très fatigués et qui veulent le maintenir à domicile, etc. Et donc, ils s'engagent moins fort qu'il y a 10 ou 15 ans où ils étaient vraiment les... Mais du coup, il y a des jeunes qui s'engagent, donc c'est bien aussi. Voilà. Mais cette dimension d'éducation populaire est absolument centrale. Il faut en retrouver le goût et le talent, j'allais dire, parce que peut-être qu'on a perdu aussi le savoir-faire. Alors, comment on passe de l'écoute des pauvres à un vrai dialogue, à une vraie conversation? Mais ça demande beaucoup de travail, beaucoup de préparation. Alors, on l'a vécu très récemment à l'Assemblée plénière des évêques de France, au mois de novembre, où ils avaient décidé de consacrer 1 jour et demi à l'écoute des personnes en précarité, dans le cadre de leur grand travail sur l'écologie intégrale. Et donc, la clameur des pauvres était au programme. Et donc, on avait été un certain nombre de mouvements à dire, non seulement il faut que des personnes qui vivent la pauvreté soient présentes physiquement, il ne s'agit pas d'entendre un discours sur les pauvres, donc qu'elles soient présentes physiquement, en suffisamment nombreuses
pour se sentir bien, pour se sentir voilà, un peu chez elle et pas observée par plein d'évêques et par plein de gens impressionnants, donc elles sont suffisamment nombreuses, et qu'on prépare avant. Parce que la parole des personnes fragiles ne s'improvise pas, parce qu'elle a plus de mal à émerger, etc. Donc de septembre à novembre, il y a une vingtaine de groupes, un groupe du Havre, par exemple, que Monseigneur Brunin connaît bien, qui s'appelle les Amis de l'Évangile. Les Amis de l'Évangile au Havre, c'est magnifique, ça s'appelle les Amis de l'Évangile. Bon, des groupes du Sapel, enfin de tout beaucoup de Lazare, aux captifs la libération, la Bonne Nouvelle Carmonde. Enfin, il y avait une vingtaine de groupes. Il y avait le Secours catholique du 92 aussi, voilà, qui ont préparé très sérieusement des écrits sur c'est quoi le cri des pauvres, c'est quoi notre cri aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a envie de dire à nos évêques, voilà. C'est quoi la clameur des pauvres, comment est-ce qu'on protège la maison commune, quelles sont les idées qu'on a pour protéger la maison commune, comment l'Église nous reçoit et qu'est-ce qu'on a à demander à l'Église et à nos évêques, qu'est-ce qu'on propose. Donc, elles ont beaucoup travaillé, ça a donné… alors, il y a une méthode qui est vraiment éprouvée et indispensable, c'est de prendre mot à mot ce que disent les gens et de ne pas interpréter. Ça, j'ai un volontaire d'ATD Carmonde qui me disait, qui était un polytechnicien très brillant et qui gagne à toute vitesse et qui dit « J'ai tout de suite appris avec les pauvres à ne jamais terminer leur phrase. » Parce que quand on termine la phrase de quelqu'un, on pense à sa place. C'est aussi simple que ça. Et donc, quand quelqu'un déploie sa pensée avec difficulté et veut exprimer quelque chose que lui seul connaît, mais terminer sa phrase, c'est une violence incroyable, d'autant plus qu'il y a toutes les chances pour qu'ils disent « Oui, c'est ça que je voulais dire ». Voilà. Donc, on s'attache à prendre mot à mot les paroles des gens, voilà, comme elles viennent. Et puis après, on fait du tamisage, mais on ne fait jamais une synthèse. D'ailleurs, il y a un ou deux groupes qui nous ont envoyé une synthèse. On ne peut rien en faire. Parce que du coup, ils disent des choses que finalement d'autres gens diraient, peut-être avec moins de force, sur l'Église, la maison commune. Voilà. Par contre, chaque fois qu'il y a les mots, il y a la violence des mots, la force des mots, il y a des personnes derrière. Voilà. Et donc, c'est à partir de ces textes-là que 2 ou 3 délégués par groupe sont venus rencontrer les évêques et leurs invités, parce que maintenant, il y a des invités à l'Assemblée plénière des évêques. Et ils ont commencé, le dialogue a commencé de manière très formelle par la lecture de ces verbatim, puisqu'ils étaient porte-parole d'un groupe. Donc, ils ont commencé par lire ce qu'ils avaient écrit et pensé avec leurs amis. Voilà. Puis après, le dialogue a pu… Donc, déjà, ça leur a donné confiance en eux, d'avoir des belles choses à dire et que tout le monde écoutait avec beaucoup d'attention. On avait aussi fait des petits groupes, évidemment. On n'était pas en assemblée à 300. On avait fait des petits groupes. On était 20, 30. C'était déjà beaucoup. Mais enfin… Donc là, ils se sont sentis en confiance. Ils ont pu lire des textes qui étaient leurs textes, mais qui étaient aussi du collectif. Voilà. Ça a permis de briser la glace et puis après de poursuivre le débat de manière un petit peu plus libre, un peu plus détendue, etc. Et puis entre les temps de travail, il y avait aussi des moments de convivialité. Voilà, il y a quand même effectivement beaucoup de conditions à créer autour d'un dialogue, si on veut vraiment que les personnes qui sont dans une situation de fragilité, qui ont des vies vraiment tellement difficiles, puissent avoir une parole libre, construite, etc. Voilà. Mais bon, on commence à savoir faire maintenant, voilà, et à avoir un peu de métier. Alors, le dialogue au sein du conseil municipal. Alors, donc, j'avais comme maire M. Alain Juppé. Bon, c'était pas un adepte de la démocratie participative quand il est arrivé. Mais voilà, il a mis en place, un peu comme dans toutes les municipalités, des lieux de parole, des conseils de quartier. On a d'ailleurs été parmi les premiers à Bordeaux à mettre en place des conseils de quartier. Maintenant, bon, il y a eu une loi, après il y a eu une loi, maintenant c'est un truc quasi obligatoire. D'ailleurs, c'est devenu souvent un machin. Pareil, ce que disait Monseigneur Brunin ce matin, ça est devenu un machin un peu technocratique. Voilà, c'était… Alors, et très vite, on s'est rendu compte que dans les conseils de quartier, ne venaient que
voilà, CSP+, d'un certain âge, qui avaient soit des revendications terribles à porter, soit, voilà, soit qui voulaient faire bonjour au maire parce qu'ils étaient du même parti, enfin bon, et qu'on n'avait pas ni les jeunes, ni les personnes très âgées ou handicapées qui sortaient pas de chez elles, ni les personnes les plus pauvres, etc. Donc moi, j'ai essayé des trucs, j'ai essayé plein de choses pendant mon mandat. J'ai essayé, par exemple, un conseil des usagers, je l'avais appelé comme ça, des usagers du centre communal d'action sociale. Et d'ailleurs, alors donc, quand on a réuni des gens qui fréquentaient, parce qu'ils en avaient besoin, le centre communal d'action sociale, pour diverses raisons. Et très vite, ils m'ont dit, bah, usager, ça ne nous va pas du tout. Hein. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire usager? Ça fait user. Voilà, donc voilà, on se prend des claques comme ça juste sur du vocabulaire souvent, et c'est très important le vocabulaire parce que on met pas du tout la même chose derrière les mots. Et donc s'entendre sur le sens des mots, c'est important. Donc le comité d'usagers est devenu comité citoyen, je crois, ça leur plaisait. Voilà, donc j'ai essayé des choses et des choses qui grandissent, qui fleurissent et puis qui meurent parce que souvent ça s'essouffle, parce que voilà, il y a les bonnes personnes sont plus là, parce que il y a même chez des personnes en précarité des volontés de s'installer, de prendre une petite parcelle de pouvoir. Voilà, j'ai fait avec plus ou moins de bonheur des essais, c'est d'un forum social aussi qui a été assez fructueux. Voilà, donc je crois que il faut sans cesse inventer, sans cesse imaginer, sans cesse se trouver des nouvelles formes. Et ce qu'on a appris cet après-midi, je trouvais très intéressant. Donc, des nouvelles méthodes pour créer du dialogue, pour trouver du dialogue. Et, voilà. Et pour me mettre une petite touche politique, voilà, moi, j'avais de très bons contacts avec mes petits camarades de l'opposition. Et d'ailleurs, l'un d'entre eux est devenu maire de Bordeaux. Et donc, on a toujours de très, très bonnes relations. Voilà, c'était parfois plus compliqué avec la majorité. Voilà, parce que les coups bas, ils viennent de vos amis, de votre parti politique. Voilà. Donc, une phrase célèbre qui dit en politique, garde-moi de mes amis. Mes ennemis, je m'en occupe. Voilà. Mes adversaires politiques, je m'en occupe. Les adversaires, c'est jamais un problème, en fait, parce que les choses sont claires. Voilà. Par contre, au sein d'une équipe, c'est pas toujours très fraternel. Mais bon, voilà. Ce qui fait qu'à un moment, d'ailleurs, je me suis lassée de ce manque de fraternité en équipe et j'ai souhaité partir. Et dernier point, donc comment porter au plus haut la parole des plus pauvres au niveau de l'État? Je pense que ça nous appartient à chacun. Parce que l'État, ce n'est pas un grand machin abstrait. C'est-à-dire que chacun de nous, on peut porter ce petit cahier là qu'on a trouvé formidable, aller en parler avec notre député, le député d'aujourd'hui, puis les candidats de demain. On peut aller en parler avec le maire, on peut voilà, organiser une petite réunion avec des amis du quartier ou avec un parti politique. En ce moment, ils sont tous en ébullition et il y en a plein qui organisent des débats sur l'emploi, le chômage, etc. Allons-y avec ça. Aujourd'hui, dans notre débat, les personnes les plus pauvres ne sont pas présentes, peut-être, encore que des chômeurs, il y en aura sûrement. Mais voilà ce qui est dit là. Voilà. Donc c'est à nous, je pense, à nous citoyens, de porter cette parole, parce que voilà, les associations, elles déposent ça sur tous les bureaux des parlementaires, mais ça ne suffit pas s'il n'y a pas un éveil des consciences des citoyens qui veut se faire le relais de cette parole et qui veut rentrer dans un dialogue. Alors, effectivement, les associations, pour certaines, sont des rouages de l'État, puisqu'elles sont, voilà, elles effectuent pour le compte de l'État l'accueil de l'insertion sociale, etc. Donc, leur marge de manœuvre et leur capacité à porter un plaidoyer un peu disruptif, pour employer un mot à la mode, et pas énorme. Et c'est justement la grande force du Secours catholique ou d'ATD Quart-Monde, c'est qu'on ne gère rien pour le compte de l'État, on ne reçoit quasiment pas de fonds publics et on ne fonctionne qu'avec la générosité privée à 90%. Et donc, du coup, on a une totale liberté de parole, de manœuvre et d'action, voilà, ce qui n'est pas le cas des associations qui gèrent pour le compte de l'État. Et je ne les critique pas, mais bon, elles ont fait un choix qui ne donne pas la même posture dans le débat public, bien évidemment. Je suis beaucoup trop longue. On va prendre une deuxième série de questions. Je passe le micro et je profite de l'avoir pour une petite question en passant. Moi, je suis interrogée par la question du temps.
C'est-à-dire cette question du dialogue sur des sujets souvent qui sont brûlants ou qui sont en tout cas, je pense à la question écologique ou à certaines questions sociales, avec entre guillemets, une urgence de mouvement ou de mise en mouvement. Et du coup, comment réconcilier ça avec ce dialogue qui peut demander parfois du temps, de s'écouter vraiment, de se rencontrer? C'est facile comme question. Désolée. Alors, je parle, voilà. D'abord, merci de votre parole qui s'inscrit dans du témoignage de la construction, de l'élan, quoi. Voilà, j'aimerais revenir sur le sujet de l'éducation au dialogue, et en particulier auprès des plus jeunes, en vous demandant peut-être de le faire sur 3 registres. Je pense à des expériences que vous auriez pu avoir dans vos différents terrains de jeu, si je puis dire, mandat électif et associatif. Peut-être également en France en général dans l'éducation. Et y a-t-il dans d'autres pays des expériences ou des cultures ou des pratiques d'éducation plus avancées qui pourraient nous inspirer? J'espère que ce n'est pas trop large. Une dernière question éventuellement. Martin. Ah oui. Ouais. Merci. Je voulais une question telle quelle, mais qui peut faire écho peut-être à des pratiques dans votre expérience. À l'heure des réseaux sociaux qui ne sont ni bons ni mauvais, mais qui ont une existence bien réelle, il faudrait un nouveau type de formation au dialogue, celui-ci commençant sur les réseaux et se poursuivant en présentiel et inversement. Je ne sais pas si ça fait écho peut-être à des pratiques que vous avez connues. Et il y a une question, mais je la pose aussi telle quelle, c'est une demande on parle souvent de l'éducation populaire, mais c'est quoi en vrai? Mais je pense que ça fait peut-être référence aussi à d'autres conférences de la session où le terme est revenu. Mon Dieu. Vous m'embouchez un coin de découvrir que le Secours catholique, ATD Quart-Monde n'ont pas de fonds publics. Bonjour. Bon, ceci étant... Très peu, très peu, très peu. Bon, enfin, très peu ou zéro, on connaît, franchement, bon. Ah non, vraiment, ça m'embouche un coin. Et alors, ça vous déçoit ou ça vous êtes contente? Comment? C'est une déception ou une bonne nouvelle? On dit que Coluche doit se retourner dans sa tombe parce que les restos du cœur, c'était pour réveiller les pouvoirs publics. Alors là, si des associations comme le Secours catholique, la TD Quart-Monde, c'est quand même... Bon, ça d'une part. D'autre part, on a parlé chômage. Dans mon tout petit microcosme, je suis désagréablement surprise de voir ce travail précaire. On parle de baisse de chômage. Quand je pense qu'il y a des gens qui sont déplacés, pour une demi-journée par semaine ou 2 demi-journées qui viennent de Tartampion, ou 1 jour, 2 jours, ah non, non. Franchement, et les jeunes, nous leur avons offert un plateau de pourri et ils sont là partout, ils n'ont même pas de quoi s'acheter des chaussures. Non, vraiment, c'est tout. Est-ce qu'il y a une question? Bon, c'est un constat à mon petit monde et d'autres. Enfin, quand est-ce qu'on va évoquer, au moins verbalement, la démocratie économique? Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? L'idée est d'arrêter à 5 minutes. Alors, je vais commencer par évacuer la question du financement du secours catholique. On ne dédaigne pas non plus d'aller chercher de l'argent public sur des projets. Et on vient de le faire parce qu'il y avait un appel à projet suite à la crise, au confinement, etc., donc dans le cadre de la relance. Mais là, la posture est différente. On ne va pas gérer pour le compte de l'État tel ou tel dispositif, mais en revanche, on a un très beau projet. Alors, par exemple, on a un très beau projet sur l'accès digne à l'alimentation. Voilà. On prétend que justement, les soupes populaires et autres que distribution alimentaire ne sont pas dignes. Et donc, on peut faire autrement. Donc, on a un très beau projet, on le présente à l'État, qui nous le finance. C'est bien. On a un contrat pour 2 ans ou 3 ans. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Et ça, voilà, ça n'aliène pas notre liberté parce qu'on sait à quoi on s'engage. Voilà. Donc voilà, ça, on sait faire quand même. Donc c'est pour nuancer un peu et pour dire que si on va chercher de l'argent public sur des projets, on peut en avoir et telle ou telle équipe va chercher un peu d'argent dans une municipalité sur un projet, sur un accueil, sur des choses très concrètes. Mais là, on sait ce qu'on fait, mais on n'est pas exécutant, si je puis dire. Voilà. Alors, le temps et l'urgence, ben oui, on va revenir à la phrase fétiche du pape aussi, qui nous rappelle que l'important, c'est de mettre en route des processus. Voilà. Et on ne mesure pas toujours et rarement ce qu'on fait. Moi, par exemple, quand j'ai eu fini mon mandat de 7 ans, je me suis bien époumonée quand même sur les médias, auprès des ministres, des machins. Puis je me suis dit à la fin, mais qu'est-ce que j'ai obtenu, quoi? Des cacahuètes. Mais bon, peut-être qu'il y a des choses qui vont mûrir dans quelques années, qui vont finir par aboutir, parce que voilà, ça sera plus le moment. J'ai un petit exemple très concret sur une loi, alors je crois que c'était 2018, une loi absurde qui était proposée par le gouvernement sur l'immigration. Donc, il n'y avait rien dans la loi, de notre point de vue, mais juste un peu des coups de menton pour dire, voyez, attention, on va durcir les choses sur l'immigration, vous allez voir ce que vous allez voir, on va augmenter la durée de séjour dans les centres de rétention. Enfin, il y avait des petits trucs ridicules. Tout ça, ça faisait une loi, mais ça faisait surtout de la com sur la protection des frontières, etc. Et donc, nous, on était effondrés. Et en même temps, on n'avait aucun dialogue possible avec le ministre de l'Intérieur. Zéro, de porte fermée, pas possible de dialoguer. Donc, on s'est dit, si on appelait les députés, c'est quand même eux qui vont voter la loi. Donc, on a proposé à tous les députés de venir dans nos permanences sur le terrain, sur leur territoire, leur circonscription, pour rencontrer des migrants. Pour essayer de leur faire comprendre que le discours qu'on leur servait avec les bons migrants, les mauvais migrants, le nécessaire durcissement, etc., tout ça, c'était purement théorique et que la vraie vie des migrants, c'était autre chose. Il y en a 150 qui sont venus. 150 qui sont venus. Presque tous sont arrivés comme les élus en disant « j'ai un quart d'heure, allez, peut-être une demi-heure ». Et ils sont restés 2 heures. Et ils avaient en face à face des migrants. Alors, mais les migrants, ce n'était pas que des subsahariens, c'était aussi des Albanais, des Tchétchènes, des gens qui étaient là depuis 10 ans en France sans papier, d'autres qui étaient en demande d'asile et sur le point d'aboutir. Enfin, une diversité des situations comme vous le connaissez. Et une complexité donc, de la question migratoire qui apparaissait aux yeux des députés qui, les pauvres, ne connaissaient pas. Ce n'est pas de leur faute, mais bon, c'est tellement complexe que… Voilà. Mais ils découvraient qu'entre le discours qu'on leur servait, les éléments de langage, ça s'appelle comme ça en politique, et puis la réalité de terrain, c'était compliqué. Donc, ils ont été très touchés, très émus. Résultat politique, voisin de 0, parce que la discipline de vote à l'Assemblée nationale fait que ils ont voté la loi, mais petit signal dans les échos qu'avait fait Le Monde, jamais il n'y avait eu un tel débat. Jamais autant de questions, d'amendements, des députés qui quand même se rebiffaient, voulaient comprendre, etc. Bon, après, ils votent parce que la discipline fait que c'est rare qu'un parlementaire vote contre une proposition du gouvernement. Voilà. Donc voilà, alors si on regarde à échéance de la loi, on n'a vraiment pas gagné grand-chose, même rien du tout.
Si on regarde dans le temps, bah, peut-être que ces députés qui ont eu un autre contact avec la question migratoire, avec des personnes migrantes, avec des visages, avec des histoires, peut-être qu'ils les reverront sur leur circonscription, peut-être qu'ils vont oser se rencontrer, se confronter, voilà, et qui vont évoluer dans leur posture. Mais ça, c'est vrai qu'il faut du temps et beaucoup d'espérance. On ne fait pas de plaidoyer si on n'a pas de l'espérance, et si on n'a pas l'espérance que le cœur des gens va se laisser toucher et qu'ils vont changer. Alors après, je ne saurais pas bien répondre à la question des jeunes qui rejoint celle de la formation au dialogue, je pense, sur les réseaux sociaux, je trouve, parce que bon, les réseaux sociaux, c'est quand même beaucoup les jeunes qui sont là. Et effectivement, comment leur apprendre à rentrer en dialogue et non pas à poster leurs opinions, parce qu'en fait, sur un réseau social, on poste son opinion, c'est des opinions parallèles, voilà, et il y a une absence de dialogue, ou quand il y a du dialogue, c'est plutôt des invectives et de la violence. Voilà. Donc voilà, donc ça, peut-être qu'il y a dans la salle, ça serait intéressant de savoir s'il y a des gens qui sont dans le monde de l'éducation ou voilà, qui sont enseignants et qui auraient envie de répondre à ça, parce que je ne sais pas vous dire s'il y a d'autres expériences aussi dans d'autres pays où ils sont plus forts que nous, certainement, parce qu'on est loin d'être les meilleurs. Mais en tout cas, ce que le pape nous redit, c'est qu'il y a urgence à éduquer à la culture de la rencontre. Voilà. Mais c'est compliqué. Au Secours catholique, on essaie de le faire avec des jeunes, des lycéens, etc. C'est plus facile d'emmener des jeunes à la banque alimentaire trier des colis que de leur permettre de rencontrer des personnes qui vivent la précarité. C'est beaucoup plus compliqué, ça. Et on sait que c'est plus porteur, mais c'est plus compliqué. Et enfin, l'éduc pop aussi, peut-être que l'éduc populaire, il y a peut-être des gens qui sont dans des mouvements d'éducation populaire qui auraient envie de définir, non? Ouais, parce que je ne suis pas une spéciale, mais je me risque. En fait, la définition de l'éducation populaire, c'est qu'elle est basée sur un corps de gens, d'adhérents, de membres qui sont issus de milieux populaires, milieux ouvriers, milieux populaires, et qu'ensemble, ils s'éduquent, ils se forment à la prise de parole, à la prise de responsabilité, au leadership. Et on voit, alors là, pour le coup, il y a des pays dans le monde qui sont beaucoup plus forts que nous. On voit en Amérique latine, depuis des années et des années, voilà, on forme des leaders, et notamment des leaders dans la communauté autochtone. J'ai visité une petite communauté jésuite quelque part en Amazonie, au Pérou, au fin fond d'une rivière, en pirogue, etc. Ils formaient des leaders autochtones, donc des jeunes de la communauté amérindienne, pour intervenir dans le débat public. Et en l'occurrence, le débat public, c'était une confrontation avec une société pétrolière qui voulait, dans leur région, faire des extractions voilà, sans respecter les lois, évidemment sans respecter la protection de l'environnement, etc. Voilà. Et donc, ces gamins se formaient à ça, et je trouve que c'était admirable. Donc, là, il y a une culture en Amérique latine, peut-être en Inde aussi, dans certaines régions de l'Inde, de cette culture populaire, de cette éducation populaire, qui est très, très chère au pape François. Le pape François, il a aussi un de mes passages fétiches, là, je ne vais pas le retrouver comme il faut, mais il s'est souvent adressé aux mouvements populaires qui viennent le voir très régulièrement. Et quand il parle de ces mouvements populaires, il parle des torrents d'énergie qui viennent du sous-sol, qui viennent du sol et du sous-sol. Donc, il dit, il a la conviction, parce qu'il l'a vécu en Amérique latine, notamment, que c'est dans ces mouvements populaires que naît l'énergie qui va transformer l'Église et qui va transformer la société. Voilà. Et donc, il a beaucoup d'amour pour ces mouvements populaires. Si je vous le retrouve, tiens, mais si je tombe dessus, pile poil. Dis donc, le Saint-Esprit est au boulot. 169 dans Fratelli Tutti, voilà. Il faut penser à la participation sociale, politique et économique de telle manière qu'elle inclut les mouvements populaires et anime les structures de gouvernement local, national, international, avec le torrent d'énergie morale qui naît de la participation des exclus à la construction d'un avenir commun. Ça, c'était un discours qu'il a fait en 2014 à la rencontre mondiale des mouvements populaires. Voilà. Et ces mouvements, ces expériences de solidarité qui grandissent du bas, du sous-sol de la planète. Et pour lui, moi je suis très frappée, on en avait parlé avec Marcel Raymond un jour, c'est l'antithèse de la théorie du ruissellement.
la théorie économique du ruissellement, voilà, à laquelle plus personne ne croit, sauf certains dirigeants, qui ferait que plus il y a de riches et plus les pauvres vont avoir des miettes. Et là, le pape, c'est un adepte de la théorie de la capillarité, où des torrents d'énergie partent du sous-sol, voilà, pour nourrir la société et transformer la société. Et je trouve que c'est une très, très belle image que je fais mienne. Formidable. Je vais laisser mon ami. Je dis un petit mot quand même. On sait que ce n'est pas le désaccord qui est problématique, hein, c'est l'absence de débat, on l'a compris. On sait que ce n'est pas le conflit qui est dangereux, c'est la violence. Donc merci pour ton exposé sur l'importance du débat contradictoire, l'importance de la... Je ne sais pas si la démocratie est en crise, mais le modèle démocratique représentatif est en crise. Et on a bien vu que dans tes propos, qu'il y avait le souci que les jeunes, les plus pauvres soient représentés, ainsi que les corps intermédiaires. Je donne la parole à Clémence. Merci beaucoup. Merci Véronique, merci Benoît d'avoir réussi cet exercice de... Et il n'y avait plus de bruit, mais ça avait été subi toute la journée, donc c'est quand même balèze de tenir une conférence en fin de journée avec une journée de cette intensité et après un après-midi très bruyant, très vivant, mais très bruyant aussi. Donc un grand merci. Du coup, on va terminer notre journée, en tout cas pour la partie journée, qui a été très riche. Ce que l'on voulait vous proposer, c'est de prendre un petit temps de silence, simplement. On prendra un temps de relecture demain matin. Mais là, voilà, pour pouvoir poser cette journée, faire mémoire de ce qui a été entendu, peut-être cueillir un fruit ou l'autre, simplement une parole, un moment. J'ai appris la semaine dernière que lors des synodes, toutes les 5 interventions, il y a 3 minutes de silence. Je trouve ça très inspirant. On ne l'a pas tout à fait appliqué, mais en tout cas, ce soir, voilà, proposer de prendre 3 minutes de silence. Et puis, ensuite, je vous ferai une ou deux annonces pour la continuité de notre session.